première table ronde qui portera sur la contre-culture et l'art contestataire de 1968 à nos jours. On a déjà évoqué très rapidement, enfin Antoine de Galbert a très rapidement évoqué cette question. Peut-être simplement pour dire un mot général avant que et permettre à chacun de rejoindre la scène. Venez. Juste dire qu'effectivement, il y a beaucoup de termes qui peuvent être utilisés, ceux de culture alternative, ceux de sous-culture, mais celui de contre-culture, j'ai pris l'habitude désormais, en historien de l'art que je suis, qui veut essayer de normer un certain nombre de choses, et qui embête Antoine de Galbert, mais c'est des discussions anciennes entre nous. J'ai pris l'habitude d'insister sur le fait que la contre-culture, c'est bien ce qui veut remplacer la culture dominante. Pas essayer de proposer simplement une possibilité d'exister dans les marges et où on échangerait d'une certaine manière le public contre le privé ou la lourdeur administrative contre l'agilité de décideurs individuels, mais proposer à l'égard, y compris du musée, une remise en cause peut-être plus générale. Je ne vais pas présenter chacun des participants à la table ronde, mais simplement celui qui les présentera, celui qui a accepté de modérer la table ronde, c'est-à-dire Christophe Bourseillet. Alors si vous voulez vraiment des détails, je vous conseille de lire son autobiographie, qui a été publiée il y a déjà quelques années et qui s'appelle Mémoire d'un inclassable. Cette autobiographie ne comprend pas encore le fait, puisqu'elle s'arrête trop tôt pour le faire, le fait qu'il est désormais docteur de l'université, venant de soutenir une thèse, après avoir enseigné. Enfin, inclassable, ça veut dire aussi beaucoup de choses dans le désordre, beaucoup de choses où on termine en général qui, chez lui, ont été dès l'origine, depuis les rôles au cinéma jusqu'au théâtre plus récemment, les livres écrits en même temps que des émissions de radio ou autres, des livres sur des sujets extrêmement différents qui vont de la musique à la politique en passant par le complotisme. Je ne sais pas si c'est uniquement de la politique, ça me semble un peu, en pensant à certains livres, être un peu entre les deux. Bref, je suis heureux qu'il soit présent ici parce que c'est effectivement les sujets qui nous occupent aujourd'hui l'ont beaucoup occupé, qu'il en est un véritable spécialiste et qu'il va donc pouvoir mener cette table ronde de manière à la fois inclassable mais aussi de main de maître. J'en suis certain. Merci Eric. Alors, je ne sais pas si ça sera de main de maître. En tout cas, je ne suis pas tout seul pour parler de ces contre-cultures, puisque dans l'ordre, en partant d'à côté de moi, il y a évidemment un personnage important, un grand artiste, Kiki Picasso, qui a fait partie du groupe Bazooka, qui s'inscrit dans un moment de contre-culture qui était la contre-culture punk, la New Wave plus généralement. Et donc on évoquera évidemment ce parcours, c'est vraiment important à mon sens. Enfin moi en tout cas ça a beaucoup compté, ou ça compte encore dans ma formation, mon roman personnel. Alors Sol Vexer, je ne vous connaissais pas, puis quand j'ai lu que vous travailliez au Centre de musique baroque de Versailles, je me suis demandé ce que vous faisiez là. Alors on m'a expliqué qu'en fait vous travaillez aussi sur le punk. En fait je suis chercheur au CNRS. Oui. Je dépends du Centre de musique baroque de Versailles pour des raisons compliquées. Mais ah d'accord, pour des raisons compliquées. Donc voilà, donc nous allons évoquer le punk avec vous, et puis bien sûr Philippe Artière, historien, qui a travaillé sur plein de sujets qui me passionnent, notamment les manifestations. Il y a le livre La banderole qui va ressortir en poche sur les banderoles, et puis ses travaux sur mai 68 il y a quelques années, enfin bon, entre autres choses, bien sûr. Alors contre-culture, ça renvoie à beaucoup de choses, et beaucoup de choses passionnantes. Au fond, ça renvoie à quelque chose dans lequel on baigne, malgré nous, depuis le départ, enfin en tout cas dans lequel moi j'ai beaucoup baigné, c'est-à-dire tout ce grouillement à la marge, ce grouillement populaire, et surtout ce grouillement non académique, ce grouillement qui se fait de façon sauvage, et qui se fait depuis très longtemps, qui se fait encore aujourd'hui, et qui entretient avec les institutions culturelles un rapport toujours complexe. Complexe parce que moi je me souviens, par exemple, un exemple personnel, il y a quelques années, une bonne dizaine d'années, j'étais allé proposer une émission sur les contre-cultures à France Culture, en disant puisque vous faites France Culture, je vous propose de faire France Contre-Culture.
Et Olivier Poivre d'Arvor, à l'époque, m'avait dit, mais écoutez Christophe, on a déjà une émission sur les jeux vidéo. Non, mais c'est intéressant ce qu'il disait, parce qu'en fait, il faisait une sorte de confusion qu'on fait souvent entre la contre-culture, c'est-à-dire cette émergence, on va dire pour la résumer, qui se fait contre la culture officielle, dont par exemple les situationnistes, pour être un exemple édifiant, et puis la sous-culture, la bande dessinée, qui évidemment maintenant est devenue un art, une culture en elle-même, les jeux vidéo, tout ce grouillement, la variété, tout ce qu'on veut, enfin, tout ce qui relève les jeux télévisés, et on fait souvent une certaine confusion entre ces deux domaines. Or, ce qui caractérise justement cette contre-culture, c'est le fait qu'elle s'élève, à mon sens, enfin, je ne veux pas aller monopoliser la parole, à un niveau plus fort. Je voulais peut-être poser la première question à Philippe Artière. Puisqu'on est aujourd'hui dans la question qui se pose, c'est la question du patrimoine. Ce qui est très frappant avec tous ces artistes qui étaient en dehors, qui aujourd'hui sont parfois entrés dans les musées, c'était le fait qu'ils étaient en permanence dans la critique du patrimoine, mais en même temps, quand on critique le patrimoine, il faut le connaître, le patrimoine. Donc au fond, est-ce qu'il n'y a pas là comme une espèce de tension dialectique? Je pense par exemple à un groupe de la New Wave célèbre qui prétendait partir de zéro et qui s'appelait Cabaret Voltaire. Finalement, quand on se nomme Cabaret Voltaire en 1977, à l'époque, bien sûr, on connaît Dada. Philippe Artière. Oui, alors, étant historien au CNRS, c'est important de le dire dans le contexte actuel, donc voilà, chercheur financé par l'État, par les contribuables, et pouvant travailler à la fois pour et avec la Maison Rouge, mais aussi avec l'INHA ou avec le MUSEM. C'est aussi ça qu'il faut rappeler. Et je suis historien, et c'est vrai que mon rapport à la contre-culture, en fait, pour répondre à votre question du patrimoine et de la patrimonialisation, il est d'abord que l'acte de patrimonialisation, comme l'acte d'archivage, sont des actes extrêmement violents. Et en préparant cette journée, je pensais à mon premier rapport à la contre-culture en tant qu'historien, et c'était le rapport des médecins de la fin du 19e au tatouage, que connaissent bien les amis du MUSEM. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la patrimoine? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un tatouage? C'est d'abord une pratique dite, enfin, on l'a appelée d'abord populaire, hein, et c'est, à mon avis, une des notions qui seront en discussion là, aujourd'hui, enfin, ça fait un moment qu'elle est en discussion, mais c'est une pratique qui, à un moment donné, est pensée comme contre. C'est-à-dire que le tatouage est vu par les médecins, un certain nombre, notamment des médecins maritimes, comme quelque chose qui vient contre leur culture. Et donc c'est à ce titre-là qu'il l'arrache au corps des condamnés. Et c'est à ce titre-là, d'ailleurs, qu'il est conservé aujourd'hui, et d'abord dans des musées de médecine, avant d'être dans des musées de civilisation. Donc je pense que ça, c'est une première chose à rappeler quand même. Et ce sera aussi le cas concernant toutes sortes de pratiques qui sont vues comme contre-culturelles dans les années 60-70, qui sont notamment ces écrits sur les murs, que tu connais très bien. Les graffitis. Les graffitis. Et précisément, en préparant à la fois pour les archives nationales, donc du côté, puisqu'on a ce grand partage, hein, et à mon sens, c'est même un peu dommage que les archivistes ne soient pas plus présents aujourd'hui, mais entre les archives et les objets, eh bien, justement, quand on a préparé à la fois avec Emmanuel Giry aux Archives nationales et avec Éric de Chasset aux Beaux-Arts une exposition autour des années 68, eh bien, ce qui était saisissant, c'est qu'en fait,
la patrimonialisation, et vous le savez tous, la meilleure des patrimonialisations, c'est la police. Et les photos de la préfecture de police concernant, et tu le sais, les graffitis, sont les meilleures. Donc c'est peut-être ça d'abord qu'il faudrait rappeler, parce que peut-être que ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement présent dans le rapport des acteurs de la contre-culture avec nos institutions. Et que toutes ces méfiances, voire aujourd'hui cette déferlante contre des institutions étatiques à propos de la contre-culture, à propos des minorités, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient, enfin je pense notamment aux minorités sexuelles, mais qu'elles soient aussi dites ethniques, etc. Cette méfiance, elle tient quand même à cette histoire-là. Et au fait que à la fois une médicalisation, une patrimonialisation, et aussi peut-être un élément extrêmement judiciaire, puisque là, vous évoquez, tu évoques un aspect complexe, c'est la dimension d'art provocateur d'un grand nombre de contre-cultures. On pense par exemple à la culture punk et aujourd'hui aux limites du scandale. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'art fait encore scandale. On pourrait imaginer qu'on pouvait tout dire. Non, il y a toujours des scandales artistiques. Ça n'arrête jamais. Et ça pose évidemment la question de ce qui fait scandale à une époque, qui ne fait pas scandale à une autre. Et moi, je pense à vous, Kiki Picasso. C'est vrai qu'à l'époque de la New Wave, par exemple, on pourrait dire que beaucoup de ce qui faisait le sel critique de la New Wave, par exemple, aujourd'hui, paraîtrait absolument dingue. Par exemple, le fait de brandir des croix gammées, de les mettre à côté de faucilles et de marteaux, le fait de faire l'apologie, évidemment, au second degré, le second degré lui-même est dangereux, des serial killers, des prédateurs sexuels. Tout ça, c'est une Charles Manson. Tout ça, c'est une époque. Est-ce que vous vous sentez comment vous jugez le regard qu'on pourrait porter aujourd'hui sur une partie, certes minime, du travail de Bazooka? Bon, ben ce qui est étonnant sur le travail de Bazooka, c'est que les gens qui ont découvert Bazooka, maintenant, ils ont mon âge. Donc, ils sont très différents. Mais la provocation, c'est pas un choix au départ. Hein. La provocation, c'est quand en face, il y a une réaction négative, même de temps en temps agressive par rapport à des images, et qu'on est pris dans une sorte de montée en puissance. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a des tas de choses que je ne dessinerai pas, bien évidemment, aujourd'hui. Pas parce que finalement le retour de manivelle est très violent. Voilà, donc là on s'arrête à ce stade. Mais moi ça fait très longtemps, hein, les retours de manivelle face à la provocation, je les ai eus dans le temps déjà. Je dois avoir, quand on parle d'ailleurs de la police qui garde en mémoire, moi je dois avoir quelque chose comme au moins une dizaine de procès que j'ai tous perdus pour des apologies diverses, la violence, la drogue, le viol. Mais sur l'instant, voilà, on ne s'attend pas à la réaction des gens. Et cette réaction, elle est de plus en plus forte aujourd'hui. Donc on est un peu parano d'avance. Il y a des sujets qu'il vaut mieux pas traiter. Ou alors on a envie de devenir un martyr. Par exemple, quand à l'époque Bazooka, on utilise des images transgressives qui ne le sont plus. Aujourd'hui, la pornographie, par exemple, la pornographie est très discrète, hein, elle est dans des magasins spécialisés. C'est amusant de dessiner de la pornographie dans des journaux qui ne devraient pas en contenir, par exemple. Comme Libération. Comme Libération. Ou de l'image hyper violente, qui est déjà beaucoup plus banalisée dans la presse ou dans les médias. Mais c'est presque un... C'est aussi pour attirer l'attention sur une image. C'est là, à travers le temps, moi je dirais par exemple, quand on parle de contre-culture et d'art, j'aurais tendance à dire que de l'art, je fais semblant de faire de l'art, mais moi ce qui m'amuse, c'est la communication.
alors communiquer des idées transgressives, et après d'ailleurs sur les idées transgressives, je suis dans une logique qui est de rendre visibles les marges d'une certaine façon. Mais ces marges, elles ne se définissent pas en tant que contre-culture, elles se définissent en tant que culture différente. Voilà. Le terme de contre-culture, par exemple, là on parle des musées qui s'intéresseraient à ceci ou à cela. Moi, je dirais les musées, j'ai jamais été contre les musées. C'est si on... Par exemple, il y a une très grande différence entre, moi je dirais, le pouvoir, en ce qui me concerne, c'est dire oui. Je dis quasiment tout le temps oui aux gens qui me proposent de faire des choses. J'ai l'impression que, par exemple, le pouvoir des musées, c'est de dire non. C'est une autre forme de pouvoir, hein. C'est de refuser l'artiste qui gentiment va offrir son œuvre, et puis on lui dit, vous l'évoquiez il y a quelques minutes, désolé, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Donc tu peux, et puis on n'a pas de place pour stocker, l'entretenir, le conserver. Donc tu gardes ça, tu le donnes à tes petits enfants. Ils feront peut-être quelque chose. Hein, on verra plus tard. On est dans une, et voilà. Et c'est bon. J'ai un peu quitté ta question. Hein, non, mais c'est la prolongée. Ça va de soi. À propos mais après et là je reviens à une autre idée qui est donnée d'ailleurs. Donnée, c'est vous qui en parliez. Moi, je donne mon savoir-faire aux gens qui en ont besoin. Par exemple, je dirais, par exemple, là, j'ai une collègue à côté de moi, pas vraiment une collègue, une collaboratrice épisodique. Il y a des tas de gens qui me demandent des choses, mais quasiment 9 choses sur 10 que je le fais gratuitement. Je le fais gratuitement parce que je ne suis pas dépendant de l'argent qu'on me donne. Qui aurait tendance à me coincer. Je suis, si les gens en face à qui je donne disent c'est trop ou c'est pas assez, je salue, c'est pas très grave. Hein. On fera autre chose une autre fois. Après, voilà, c'est rendre les choses visibles des gens. La drogue, par exemple. Hein, je travaillais sur la drogue. Rendre visible même ce qui est considéré comme non montrable. Avec une démarche, ça m'est arrivé, les gens m'en veulent encore aujourd'hui pour des images que j'ai fait il y a 40 ans maintenant. Et je suis dans tous les sites, comment dire, fachos ou néo-fachos, épouvantables. Et on continue à être, voilà, moi je serais la gauchiasse, moi je suis un représentant de la gauchiasse, voilà, avec plaisir. Je suis islamo-gauchiste aussi d'ailleurs, hein, en passant vite fait. Merci beaucoup. Solveig Serre, finalement, vous travaillez sur le punk, ce moment magnifique, mais au fond, quand on regarde l'histoire du punk au départ, on a l'impression que la contre-culture, si on peut parler de contre-culture, on pourrait presque dire qu'il y a, j'ose pas dire récupération, mais en tout cas intégration simultanée. Parce que je me souviens, je l'ai vécu, pour le coup, j'étais trop jeune comme Antoine de Galbert pour être sur les barricades, mais en revanche, le punk, j'étais là, et je me souviens très bien qu'il y avait des groupes punk au MoMA, il y avait des groupes punk dans les musées d'art moderne ou contemporain, dès 79. C'était déjà une culture qui était complètement intégrée aux grandes institutions culturelles. Est-ce qu'on peut vraiment parler à ce moment-là de quelque chose de subversif, ou est-ce que, au contraire, peut-être les musées sont le reflet de cette subversion malgré eux? Moi, j'aime pas beaucoup non plus l'expression de contre-culture. Je préférerais culture alternative parce que justement, ça oppose pas forcément. Alors oui, le punk a été très vite récupéré par l'industrie musicale, par les médias. Ceci étant, je pense que c'est banal avec n'importe quelle autre contre-culture. Par les musées. Par les aussi. Mais du coup, c'est pour ça que le punk continue jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi qu'il y a eu une volonté de redevenir underground. Avec, par exemple, moi je travaille plutôt sur la musique, je suis historienne, mais je travaille plutôt plus sur la musique que sur les arts visuels. Et par exemple, le hardcore, c'est une tentative de redevenir underground avec un son qui est accéléré, des comportements corporels qui sont encore plus agressifs, en tout cas vu de l'extérieur, parce que tout ça n'est pas forcément bien dangereux. Et évidemment, le hardcore est récupéré à peu près aussi vite que le punk. Donc il y a une espèce effectivement de mouvement perpétuel de récupération dont finalement on peut se réjouir parce que ça veut dire que la marge a quand même réussi à contaminer le centre par certains aspects.
Et voilà, alors pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pour parler sur la question de l'archive, ce qui est assez dur quand on travaille par exemple sur le punk, c'est qu'il n'y a pas 49 cartons qui vous attendent bien cotés aux archives nationales. Les archives, moi je suis chartiste et je suis venue à l'histoire du punk justement par le travail de mémoire, parce qu'un jour je suis tombée sur un squat qui allait disparaître et je me suis dit que si j'allais pas collecter les archives, 15 ans d'histoire de squat allaient partir en fumée. C'était quel squat ? C'était la Miroiterie, rue de Ménilmontant. Et donc je suis allée collecter leurs archives, et ce qui est très drôle, c'est qu'avec les acteurs, tous, il y a une espèce de processus, tous disent au début, j'ai pas d'archives, je veux pas qu'on me mette dans une cage, je suis pas un animal du zoo. Et puis 3 jours plus tard, ils téléphonent, ils disent, finalement j'ai tout gardé, et je veux bien que tu les récupères. Donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant aussi, parce que forcément, je ne le dis pas, mais le punk c'est un rapport à la vie, et donc forcément les archives c'est un rapport, enfin c'est son propre vécu. Donc il y a tout un travail à mener qui est beaucoup plus, qui est assez compliqué, parce qu'en fait les archives dépendent des gens qu'on rencontre. C'est assez immatériel, donc c'est pas facile. La question des archives est passionnante, parce que j'ai moi-même des archives punk très importantes, et la question c'est qu'est-ce qu'on garde. Alors c'est vrai qu'il y a les disques, mais c'est pas tellement ça qui est le plus intéressant, c'est plutôt les fanzines, les flyers, tu vas pouvoir nous les donner. Les brochures. Là, il y a beaucoup de choses qui sont absolument passionnantes. Et au fond, ça, juste pour prolonger, ça répond à la question de la contre-culture. On peut dire contre-culture, c'est pas un mot qui ne veut rien dire. Alors c'est vrai que le mot est apparu dans les années 74, pour être précis, ou un peu avant, c'est Théodore Rochac qui avait lancé cette formule-là aux États-Unis, dans la période hippie. Et en fait, l'idée de base de la contre-culture, c'est ce qui fait qu'on a parlé de contre-culture, il ne faut pas l'oublier, c'est le phénomène très massif du mouvement hippie dont il était question. Et sans entrer dans les détails de cette culture qui voulait s'opposer à la culture des vieux, à la culture bourgeoise à l'époque, en fait, ce qui la caractérisait, c'est ça qui est intéressant, c'était le côté contre-société. C'est-à-dire que lorsque vous entrez dans la contre-culture hippie, vous pouvez vous habiller hippie, vous pouvez manger, vous pouvez rallumer la lumière aussi, vous pouvez manger hippie, vous écoutez les disques de cette culture, vous allez voir le Easy Rider, enfin bref, vous pouvez vivre complètement dans cette contre-société. Et on revoit le même phénomène avec la New Wave, par exemple. Vous avez les fanzines, vous avez les couturiers, évidemment, Vivienne Westwood, vous avez David Lynch, qui est au départ le cinéaste de la New Wave avec Eraserhead, vous avez, enfin bref, un ensemble comme ça de phénomènes qui fait qu'on peut vivre selon les paramètres de la New Wave. Alors aujourd'hui, les choses sont un peu différentes parce qu'il y a il y a tellement de petites, de micro-cultures qu'on voit moins ce genre de choses. Mais quand même, en y pensant, je me disais, il y a quand même aujourd'hui une énorme culture alternative, par exemple, écologiste. Aujourd'hui, il y a un grand mouvement de critique de la technologie avec, au fond, des boutiques bio, une façon de s'habiller, une façon de dessiner des cinéastes. Enfin, on voit bien qu'il y a un phénomène analogue. Et on pourrait aussi parler de la culture autonome, par exemple, qui est plus réduite, la culture de ce qu'on appelle les Black Blocs. Et je me souvenais en souriant qu'il y a quelques années, au Palais de Tokyo, la librairie s'appelait Black Bloc. Vous voyez, donc comme ça, c'est une façon peut-être un peu maladroite à l'époque finalement de vouloir rendre compte peut-être d'une petite contre-culture, en tout cas d'une culture alternative. Philippe Artière. Oui, je pense, en vous écoutant, en pensant à ce squat, je pensais à l'expérience qu'on a eue avec Eric concernant l'école nationale des beaux-arts de Paris. Parce que, en fait, justement, on peut dire que l'école des beaux-arts en 68, c'est quand même le lieu de la culture. Et une des choses qui a été intéressante pour nous, c'était comment on allait montrer dans ce lieu qui est encore plus institutionnalisé qu'il n'était, quelque chose qui était de manière iconique et rétrospective donné comme la contre-culture, avec un certain nombre d'affiches qui étaient même assez peu d'ailleurs, on a été surpris avec Eric, assez peu d'affiches concernant le monde de l'art. Par contre, pas mal de choses, plutôt
plutôt des écrits, plutôt des affiches d'Azibao, hein, concernant l'école, la galerie, enfin des choses qui pourraient plaire à Antoine, qu'il a sans doute vu, qui étaient très violentes à l'égard disons, du circuit de l'école au musée. Mais peu d'affiches. Et ce qui est intéressant, quand on a regardé, on a essayé de trouver voilà, où était cette contre-culture, et bien cette contre-culture, produite donc, je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'atelier populaire des Beaux-Arts, ce mois d'existence, hein, à l'intérieur des Beaux-Arts, donc on vit, on mange, on dort, on produit, on parle, etc. C'est l'école. C'est-à-dire que, en fait, et c'est-à-dire notre grande stupéfaction, avec tout le respect qu'on doit aux conservateurs, eh bien les affiches étaient là. Elles étaient là pour deux raisons. Elles étaient là par sédimentation. Donc en fait, parce que effectivement, quand on est dans une forme de marginalité, ça on le voit beaucoup pour les organisations d'extrême gauche, sauf certaines organisations du type GP qui tenaient très bien leurs archives, enfin maoïstes, mais, et dont les archives sont aujourd'hui à la BDIC, mais en l'occurrence, et c'est peut-être d'ailleurs une raison, enfin j'y reviendrai, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les affiches de l'Atelier des Beaux-Arts sont en partie restées là, et aussi parce que certains, alors il y a deux éléments, il y a un élément assez anecdotique qu'on retrouve dans les rapports des renseignements généraux dès l'automne, c'est le fait qu'il y a des affiches à vendre dans une galerie rue Bonaparte, des affiches de l'atelier, mais il y a aussi des collectionneurs qui viennent tous les jours en prendre, enfin, voilà, régulièrement, et puis il y a une collection que certains font et qui vont verser ensuite à l'institution et très tôt. Et ce qui nous a intéressé, ce qui était un peu, c'est comment finalement cette position des membres de l'atelier des Beaux-Arts s'est transformée et comment ils ont agi sur la patrimonialisation. Et comment ils ont agi sur la patrimonialisation, on nous a beaucoup félicité sur l'accrochage des affiches dans le hall. Mais en fait, pour ne rien vous cacher, on le disait volontiers, on n'a rien eu à dire. Parce qu'en fait, c'était une exigence pas du tout des conservateurs, au contraire, ils étaient même embêtés de laisser qu'ils ne soient pas encadrés. Mais c'était la condition d'exposition par les producteurs. Donc c'était surtout pas d'encadrement individuel et donc une sorte de frontalité avec ce mur. Et ce mur de 150 affiches, eh bien, en fait, il était simplement le respect des conditions dans lesquelles les artistes, les auteurs... Avec l'idée de contester la muséographie traditionnelle. Moi, je pense au groupe Spoor, par exemple, situationniste, qui, dans une galerie de Munich, avait exigé de peindre les murs, en espérant, bien sûr, ne vendre aucune œuvre, puis avant que quelqu'un ait le courage d'acheter un pan de mur, dans ce désir-là, toujours de saboter la muséographie ou de la faire évoluer d'une certaine façon. Peut-être Kiki, parce que... Oui, à part, je reviens en suivant cette histoire-là, sur le fait d'être dans les musées. Enfin, là, je parle de Bazooka quand je suis donc beaucoup plus jeune. Si on ne veut pas être dans les musées, c'est pas parce qu'on est contre les musées, c'est parce qu'on a tout simplement l'impression que les musées sont des endroits où il ne se passe rien, ils veulent pas de vous, où personne ne voit le travail. On n'est pas dans les musées
parce qu'on a une envie de disséminer notre travail, que notre travail soit vu, et si notre travail était dans des musées, tout comme aussi les galeries d'ailleurs, même à Bazooka, on ne pense pas du tout aux musées, on pense aux galeries comme des endroits déserts où il n'y a jamais personne. En effet, un concert, faire le fond de scène d'un concert, là il y a un public qui danse devant vous, c'est bien plus amusant. Travailler dans un journal qui défend des idées marginales de temps en temps ou des idées vraiment extrêmes. On a un public et on a un retour même. Dans le musée, une œuvre dans un musée ou dans une galerie, à part le retour de la vente, on pourrait dire, j'ai jamais vu d'autres retours potentiels dans les institutions. Voilà, c'est des endroits où même pour faire quelque chose, par exemple, moi très souvent, je ne sais pas ce que je vais faire dans 48 heures, et là encore, c'est le cas aujourd'hui. Donc, prévoir, travailler en avance, et que ce soit même les musées ou le monde du spectacle, tous ces endroits où des gens ont besoin de moyens et d'endroits pour exposer. Nous, on n'avait pas besoin de moyens, on avait juste besoin de gens avec qui partager un combat, par exemple, ou des idées différentes. Mais les musées n'ont jamais, et encore aujourd'hui, par exemple, Bazooka n'a jamais fait le moindre effort pour être dans un musée. De temps en temps, un musée sort quelques images de Bazooka, mais c'est de base. Et encore aujourd'hui, moi, être au musée, bon, à la limite, ça pourrait valoriser quelques œuvres. Hein. Quand même quelques rétrospectives, non, Éric de Chassé. Oui, mais c'est pas un musée, c'est pas du tout un musée là. C'est pas. Enfin, on a essayé dans un musée quand même. Hein. Ah bon? Oui. Ouais, tu sais très bien. Oui, bien sûr, mais Et sur la contre-culture, il y a des rétrospectives dans les musées très surprenantes. Je me souviens d'être allé à Anvers il y a quelques années, et il y avait au musée des Beaux-Arts, enfin d'art moderne, je ne sais pas comment il s'appelle, d'Anvers, il y avait une rétrospective sur le groupe Club Moral, qui est un petit groupe de musique industrielle flamand, très intéressant, mais enfin vraiment très 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 minoritaire, qui a fait l'objet d'une exposition dans le cadre de ce musée. Donc c'était assez frappant de voir à quel point des petites structures qui sont vraiment, on pourrait dire, en deuxième ligne dans la culture underground, qui est la culture industrielle, arrivaient à se retrouver dans un musée. Peut-être une dimension importante dans justement, que ce soit Bazooka ou le mouvement punk, ou ce qui a pu se passer en 68, indépendamment des organisations, parce que ce qui se passe à l'atelier populaire, c'est en dehors des mouvements trotskistes ou des mouvements Mao, même s'ils sont présents, et on voit leur influence à travers des gens comme Duraglio et d'autres. C'est-à-dire que les maoïstes tiennent la jeune peinture, et les trotskistes tiennent la jeune peinture, jeune expression, donc il faut des salons en fait militants de leur côté. Voilà, mais c'est peut-être la question du collectif. Et qu'en somme, c'est peut-être quelque chose qui, autant dans le... Enfin, et là, comme il y a un parterre d'historiennes et d'historiens de l'art, je m'avance à petits pas, mais que cette notion de collectif et de groupe, eh bien, disons, ça a un effet assez inquiétant, peut-être pour l'institution, et que la question de la monographie, vous parliez du rapport Bazooka, je dirais Picasso, peut-être que il y a quelque chose là qui est compliqué pour une institution que d'accueillir du collectif, pour des raisons aussi qu'on n'a pas évoquées, que j'ai essayé de juste pointer, qui sont des questions juridiques. Parce que je pense quand même que on peut difficilement parler de toutes ces... Voilà, de ce rapport à l'institution, sans parler des institutions juridiques qui ont... Enfin, du juridique, et de tout ce qui a pu aussi faire histoire du juridique. En l'occurrence, des associations. Enfin, évidemment, il y a la loi de 1901,
Mais il n'y a pas une association punk avec un dépôt en préfecture de statut. Il n'y a pas en 68 un groupuscule, hein, comme on disait, qui va à la préfecture. Aujourd'hui, un collectif irait volontiers déposer un projet, et ça c'est aussi une histoire qu'il ne faut pas négliger, comme le fait que de même repenser l'intervention de Bazooka dans Libération, c'était quelque chose qui était fait comme ça, qui est un geste et qui s'est arrêté à un moment donné dans du conflit, sans doute une certaine violence, qui est un moment aussi de l'histoire de la presse. Donc c'est pour remettre un peu d'histoire dans tout ça, parce que on peut pas dire la contre-culture ou les contre-cultures. Tu l'as dit, c'est quand même, à un moment donné, on pointe ça. Aujourd'hui, on dirait les subalternes. On dirait pas contre-culture. Donc tout ça, aujourd'hui, les artistes en sont confrontés, pour certains, par exemple, ceux qui sont pour moi un peu les héritiers aujourd'hui de Bazooka, ça pourrait être ceux qui évoluent dans la galaxie métal et qui font de très belles pochettes, hardcore, justement, dont tu parlais tout à l'heure, ces choses-là. Par exemple, je discutais l'autre jour avec un copain qui s'appelle Valnoir, Jean Valnoir, et qui me disait, je lui disais, mais pourquoi tu ne fais pas, parce qu'il fait des trucs absolument magnifiques, qui sont au départ des pochettes de disques ou des projets de pochettes. Et je lui disais, pourquoi tu n'exposes pas la pièce originale dans des musées? Et il me disait, le problème c'est qu'il n'y a pas de pièce originale parce que tout est sur Internet. C'est-à-dire que je vais tout sur ordinateur et au fond, donc, c'est une espèce de travail évolutif, mais on n'imprime rien. Et donc, il y a aussi un problème auquel on peut se heurter quand on veut notamment archiver aujourd'hui. Après, je crois que l'un des vrais problèmes, c'est que les institutions sont extrêmement frileuses aussi à représenter des choses qui ont trait aux marges. Alors, il y a certaines marges qui sont à la mode, donc on représente un peu mieux. Mais par exemple, s'agissant du punk, j'ai organisé une journée à Rouen il y a peut-être 2 ans maintenant. Ça a été compliqué parce que quand on arrive, on l'a fait en l'occurrence dans le cadre du musée, il a fallu quand même beaucoup négocier, tu me contrediras ou pas, mais parce que vous allez arriver avec un troupeau de punk pour parler des archives du punk, et c'est vrai que ça peut avoir un côté. Il y avait une table ronde avec le punk d'origine rouennais, à eux 5, ils avaient 3 dents, pourtant ils n'étaient pas si vieux. Il y avait un côté comme ça, on sent bien que de part et d'autre, il y a une crispation à la fois de l'institution parce que elle accueille des gens, un public auquel elle n'est pas habituée, et de la part des punks, ils vont dans un musée, ce qui est quand même pas un événement, mais quelque chose qui est aussi contre leur nature, parce que, surtout dans le cas du punk, muséifier un mouvement qui n'a pas de futur, qui est censé disparaître, c'est très très compliqué aussi à gérer. Donc le but en tant que chercheur, c'est aussi d'essayer de réconcilier un peu l'extrême et l'autre. Mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de frilosité dans nos institutions, y compris au CNRS et à l'université, pour travailler sur des objets qui sont, selon tout, somme toute, des objets quand même dignes d'intérêt et qui en disent long. On en parlait tout à l'heure. Ce que tu faisais, Kiki, il y a 40 ans, aujourd'hui on ne peut plus le faire. C'est pareil en musique. Il y a dans le corpus punk, aujourd'hui, une chanson qui chante « Salope, je vais te baiser ». Aujourd'hui, on ne peut même plus en parler. Ils sont interdits de concert. Alors qu'il y a 30 ans, il n'y avait aucun problème. Donc ça permet aussi, la marche, quand même, de mesurer les seuils de sensibilité actuels et de se rendre compte qu'ils sont de moins en moins élevés. On pense à beaucoup de groupes de la New Wave. Alors là, même quand on va du côté des musiques industrielles, là, je pense par exemple au groupe White House, dont les concerts de performance ne sont qu'un viol, puisqu'ils incarnent des personnages de serial killers fous, et ils hurlent leur haine et leur violence pendant 1 heure devant un public. Enfin, je l'ai vécu, évidemment un peu tétanisé, mais évidemment tout ça aujourd'hui passerait très très difficilement, vous imaginez, dans une enceinte culturelle. Je veux juste revenir aussi sur le musée et sur les galeries, sur les grands collectionneurs. Il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé, c'est l'impression d'être, de devenir un mendiant un petit peu. Le côté, les mécènes qui financent des œuvres. Et on n'est pas seul. On parlait de collectifs, finalement des collectifs dans les arts plastiques, il y en a très peu. Bazooka était un collectif de gens. Souvent les collectifs dans l'art, c'est des fabrications, de la critique, des galeries qui
rassemble un certain nombre d'artistes autour d'un concept un peu artificiel, un concept de critique, d'analyse de l'œuvre. Mais les peintres qui sont dans un même groupe ne sont pas du tout copains. Bien souvent, ils se détestent en plus, parce qu'ils sont tous un peu en... Et par contre, en face, c'est un collectif, le musée. En face, souvent, l'artiste se retrouve tout seul face à un collectif, à une force de frappe qui est quand même très très violente quand on est tout seul. La force de Bazooka à l'époque, c'est qu'on est un vrai collectif, on est une bande de copains, il n'y a pas de leader, on respecte le travail de chacun, on l'aime, on se copie les uns les autres, mais quand on arrive dans une institution, on n'est jamais arrivé dans un musée, mais quand on arrive dans un journal, vous allez dans un journal, vous avez, quand j'arrive à Libération, je dois avoir 18 ans, j'arrive dans ce journal et vraiment on est des petits cons de service. Et finalement, et en face de nous, on a des vieux cons de 25 ans, voire de temps en temps encore plus vieux, de 30 ans, qui sont là et cette force du collectif face à eux, ils n'ont pas du tout l'habitude que des artistes tout à coup marquent leur position en force. Et disent tout simplement, mais on n'en a rien à foutre de ta gueule, on n'en a rien à foutre de tout ce que tu peux exprimer, on n'en a rien à foutre d'une... Nous, on fait notre truc et c'est marrant, on s'auto-satisfait. À l'intérieur du collectif, l'intérêt, c'est l'auto-satisfaction collective. On n'a pas besoin de quelqu'un qui fasse « Oh, c'est très joli votre travail, on va essayer de le vendre dans notre galerie ou on va l'accrocher dans notre musée ». Toutes ces choses c'est des tues la créativité, tout simplement. C'est... Tout comme le fait pour réussir à faire passer, même je parle de l'art vivant aussi, moi je travaille avec le cirque électrique. Le cirque électrique, comme je dis souvent, 48 heures avant, on ne sait pas ce qu'on va faire. On a une idée le matin, on la met en route le soir, elle est sur la piste le soir. Le problème, mon problème, c'est que je n'ai jamais été capable, ou c'est même pas capable, c'est l'envie de réfléchir à ce que je pourrais faire dans 2 ans. Donc de monter des dossiers, de montrer patte blanche, voilà. Et c'est pareil pour l'art vivant. L'art vivant, c'est encore pire. Si quelqu'un fait un spectacle, pour réussir à décrocher une aide, faire le tour de ce qu'on appelle les producteurs, c'est-à-dire tous les grands théâtres nationaux, c'est quasiment 5 ans d'avance, et à la fin, de nouveau, c'est un peu les mêmes personnes qui sont en train d'agir. C'est très difficile. Et pour être accepté, il faut être forcément déjà dans le bain, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà... expliquer ce qu'on va faire dans 3 ans, mais en fonction de ce qui existe sur l'instant et surtout de ce qui fait plaisir à ce fameux collectif contre lequel on voudrait faire passer. Mais là, en même temps, je vous dis ça, mais moi, de moi-même, je n'ai jamais essayé de faire passer la moindre chose, je n'ai jamais demandé le moindre centime à qui que ce soit pour m'aider à faire mon travail. Et on en revient encore à cette logique des artistes mendiants à qui on ferait l'aumône pour vraiment, même les artistes célèbres, on se retrouve encore aujourd'hui dans une situation où c'est presque, voilà, on se retrouve en espèce de SDF de la création. Vous voulez bien me donner une petite chambrette que je passe pour passer la nuit? Je me souviens à Beaubourg, travailler avec des gens qui décident des expositions, et la pire chose qui pouvait leur arriver, c'est que les artistes viennent les voir, parce que les artistes allaient les gonfler, ils allaient avoir des ennuis ou les faire des trucs. Non, alors les artistes surtout pas, on veut pas les voir, nous on est bien. Ce fameux collectif muséal est tranquille dans son confort habituel, il ne veut absolument voir personne. Et je pense pas que ça ait changé. Et en même temps, je vous dis ça sans être dans ce milieu-là, mais j'ai beaucoup de copains qui sont là. Moi, et après, les musées, j'ai rien contre. Si quelqu'un me donnait la présidence de la direction d'un musée, je prends le 104 demain. Si on me dit, Kiki, tu veux le 104 ? Sans problème. Kiki, tu veux le Palais de Tokyo ? Mais je le prends. Et je dirais même que je pense que je ferai une meilleure direction, parce que les artistes, c'est mes copains. Hein, les artistes, c'est mes copains. Je les connais depuis très longtemps. Voilà, c'est pas juste remplir un espace pendant 3 mois. Voilà, voilà, j'y peux rien, mais je suis pas contre les musées, mais c'est un endroit dans lequel je ne vois pas ce qu'on peut faire qui soit de l'ordre de la communication. Et là, j'en reviens sur la logique de la communication. La communication, et c'est rendre visible ce qui est invisible. C'est voilà, la situation, encore aujourd'hui,
personnellement, le musée, pourquoi faire? Pourquoi faire? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi ça servirait d'être dans un musée? Non, mais je me demande s'il n'y a pas deux, il y a quand même pas deux sujets là. Il y a la question du monde de l'art, et puis la question de l'artification, qui est quand même deux choses différentes qu'on va voir. L'artification, cette notion, moi que j'ai vu émerger, puisque c'était dans un laboratoire où j'étais, d'Aliénique et Shapiro, qui ont fait émerger cette notion, qui consiste donc à faire entrer des objets qui ne sont pas, enfin on en parlera cet après-midi avec les arts modestes, qui ne sont pas reconnus comme tels, ou des producteurs d'objets qui ne sont pas des objets entendus enfin, qui n'est pas qualifié d'art dans un premier temps. Et, enfin, me semble, indépendamment de la musique mettre une épingle à nourrice, ça n'était pas. Oui, enfin, ils sont quand même dans se une démarche. tatouer, Oui, mais c'est quand même une démarche. En fait, on a l'impression qu'on est quand même dans les années 70 entre d'un côté Artaud et de l'autre la distanciation brechtienne, quoi. On voit bien qu'ils sont un peu entre les deux. Nos futurs dit bien aussi que la question du musée, pour revenir à cette question de la pérennisation, elle n'est pas là. Elle est la question du futur. Ce n'est pas. Ça. Donc c'est un peu peut-être ça. Et là, ce qui s'est passé, enfin ce qu'on a vu pour 68, c'est quand même aussi comment, à un moment donné, un geste, un acte qui consistait à produire des affiches dans un contexte donné, dans ce moment 68, eh bien, est-ce que, enfin, la question de la conservation, de la patrimonialisation, elle est venue plus tard. Pour prendre un exemple littéraire, enfin, en tout cas textuel, quand Robert Linhart va en usine, il n'écrit pas l'établi en 1968, il le publie en 78. Donc il y a aussi peut-être cette dimension-là à prendre en compte. Après, c'est une question délicate, parce que c'est la question de la mémoire, et ça, en tant qu'historien, vous le savez aussi bien que moi, la question de la reconstruction de la mémoire, de ce qu'on dit de son passé, et ayant travaillé sur l'histoire du maoïsme, sur l'histoire des situationnistes, de l'ultra-gauche, j'ai été très souvent confronté à des reconstructions mémorielles, en général, qui se faisaient dans le sens de grandir ce qu'on avait fait en gommant évidemment les aspects désagréables, mais c'est malheureusement un phénomène très courant et c'est très complexe finalement de reconstituer une histoire récente sur la base notamment de témoignages. Mais là où Kiki a fondamentalement raison, je pense, c'est que le travail de musée, etc., doit être fait avec les acteurs, main dans la main, parce que c'est vrai que et pas en excluant un monde de l'autre, c'est vraiment très différent même en termes de recherche quand on travaille avec les acteurs que de les considérer de l'extérieur. Ça change beaucoup le travail. Alors est-ce que à ce point de la matinée, peut-être que vous avez envie de poser des questions? Oui, on a le temps ou parce que je vois des mains qui se lèvent. Il y a quelques mains. Il y a trois au moins, deux mains, trois mains. 4. Ça monte. Il y a déjà une qui avait levé la main la première, si je peux me permettre. Voilà. Ah bah, et puis après, je donnerai un point de vue du musée, c'est ce qui a été dit. Avec plaisir. Merci. Caroline Magnac, architecte, historienne de l'architecture et commissaire de l'exposition La formation des architectes et mai 68 à la Cité de l'Architecture l'an dernier, donc en 2018. En fait, je voulais faire une remarque sur le déplacement du regard et souligner par exemple que d'abord le rôle des architectes dans la fabrication des affiches de mai 68, c'est quand même les architectes qui ont fait, qui ont peut-être été les plus radicaux dans le sens où l'école d'architecture, la section architecture à l'école des beaux-arts
s'est envolé en fumée, et les artistes non, mais les architectes oui, et que c'est les Anglais qui ont publié, en fait c'est une édition anglo-saxonne qui a publié la première dès octobre 68, un recueil des affiches de l'École des Beaux-Arts. Donc c'est intéressant qu'il y ait une sorte de déplacement vers l'étranger pour reconnaître, identifier et patrimonialiser, je dirais, l'héritage des affiches. Je pense que c'est intéressant. Et ce déplacement se fait encore aujourd'hui, dans le sens où les archives de la période des années 60, concernant les architectes, mais aussi certains artistes, c'est souvent les institutions américaines qui sont les plus friandes. Et aujourd'hui, puisqu'il y a un coût aux archives, puisqu'elles coûtent de l'argent, elles sont considérées comme elles sont valorisées, les institutions françaises ne les achètent pas, et c'est principalement, par exemple, l'université de Yale qui s'empare de ce matériel. Alors, en fait, je voulais vous poser la question de savoir comment vous réagissiez justement par rapport à ces considérations sur le coût des archives. Pas m'étendre trop parce que c'est un peu périphérique. D'abord, effectivement, les architectes sont les premiers, les étudiants architectes sont les premiers, et on a retrouvé les listes signataires de l'occupation. Ça, c'est. Alors, le détour par l'étranger, non, parce qu'en fait, comme vous le savez peut-être, la première édition, c'est Tchou. Et on a retrouvé des documents aux archives nationales, des affichettes, où ils décident d'aller casser la gueule à l'éditeur, à Tchou, s'il publie le recueil, et ça c'est dès juin. Et les Anglais le font après, effectivement à distance, parce qu'ils ne vont pas se faire casser la gueule. Donc ça c'est peut-être un premier point. Et sur la marchandisation des archives, oui, alors la France a une chose extraordinaire, je le dis à Kiki, c'est le trésor national. C'est-à-dire, surtout, devient un trésor national, et dans ce cas-là, l'État aura 3 mois, enfin je regarde le conservateur, pour en tout cas essayer de rassembler les fonds. Ça a été alors oui, Yale, mais en même temps, voilà, aujourd'hui, et peut-être, je ne veux pas apparaître comme un promoteur du privé, mais une des choses absolues, enfin, qui existe aujourd'hui, c'est quand même ce que faire l'éloge à nouveau d'Antoine, mais enfin c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on réunit un mécénat qui achète pour des institutions publiques. Je l'ai moi-même bien vu concernant les archives de Michel Foucault, qui devaient aller à Yale et qui ne sont pas allés à Yale et qui sont à la Bibliothèque nationale de France. Donc je pense qu'il faut quand même se dire que, oui, on a encore une fois des dispositifs juridiques pour ça. Encore faut-il que les représentants des dites contre-cultures, c'est-à-dire les enfants des contre-cultures, les petits-enfants des contre-cultures, considèrent que l'État n'est pas le grand méchant loup. Ce qui est, à mon sens, la vraie problématique aujourd'hui. Moi, je dirais juste très vite que je n'ai vraiment rien contre la dispersion des œuvres françaises dans le monde entier, et que l'idée de vouloir conserver son petit patrimoine franco-français, je le trouve un peu misérable quand même. Voilà. Oui, juste pour rebondir sur les archives, il se trouve que nous avons, à la Réunion des musées métropolitains, accueilli des archives de Jacques Caumont, qui est un des grands spécialistes de Duchamp et qui a animé l'association de muséologie
ici sur le territoire normand, c'est 180 boîtes d'archives, et ce process effectivement a pris un certain temps de négociation et désormais de classement et d'exploitation, et ces archives ne sont pas parties à Yale ni au Getty alors qu'elles étaient valorisées à hauteur de 400 000 $. Donc c'est quelque chose de possible à partir du moment où les institutions considèrent effectivement que la collecte d'archives est de leur responsabilité et que c'était effectivement la source de toute entreprise d'historiens et entreprises intellectuelles qui font de l'activité des musées. Je vais préciser quand même une chose sur cette question d'archives, parce qu'il y a quand même une spécificité de la question des archives des cultures alternatives. Comme l'a dit, je crois très bien, Kiki Picasso, il y a cette question d'un collectif très organisé en face d'individus qui ne savent pas très bien comment se comporter en face de ce collectif. Ce collectif n'est pas toujours hostile aux individus, mais simplement il peut en avoir peur à certains moments, c'est-à-dire que ça ne correspond pas exactement au genre de public auquel il a affaire dans sa collecte d'archives habituellement. Et puis qu'une autre chose, c'est le fait que les archives ou les musées sont des institutions de classement qui fonctionnent par catégorie, et que une des difficultés, on en a très souvent parlé avec Solveig Serre sur les archives du punk, c'est de savoir où elles pourraient effectivement avoir leur place de façon la plus stable et la plus claire dans le paysage des archives. Mais on retrouve exactement la même chose pour les expositions ou pour les activités du musée. J'ai dit brièvement tout à l'heure que quand j'avais eu cette idée de faire une rétrospective de Kiki Picasso, je m'étais demandé, j'avais essayé de contacter divers musées ou centres d'art privés d'ailleurs aussi à l'époque, pour évoquer cette possibilité, et qu'une des difficultés, c'est la réaction naturelle de la plupart des directeurs de musées, par exemple, c'était oui, peut-être que c'est intéressant, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment un artiste ? C'est pas absolument sûr. Il a aussi fait de la télévision, et puis il a fait beaucoup de choses pour la presse, pour l'illustration, et puis quand on parle aux spécialistes de bande dessinée, ils vous disent oui, mais c'est pas vraiment un auteur de bande dessinée, ça serait peut-être à quelqu'un d'autre de le montrer plus tôt. D'où le fait qu'au bout du compte, effectivement, on s'est tourné vers un mécène privé en lui demandant s'il pouvait nous prêter un lieu et organiser la chose. Et pour lui, cette question, on en revient à ce que disait Antoine de Gelbert tout à l'heure, cette question de où ça se situe n'avait en fait pas d'importance, ce n'était pas sa question. Mais c'est naturellement une question des institutions, et il ne faudrait pas, me semble-t-il, trop minorer le fait que c'est une bonne question pour les institutions. Si des institutions perdent leur identité, c'est aussi mauvais en fait dans la suite. Donc il y a une espèce de négociation complexe que je pense qu'il faut avoir à l'esprit quand on évoque ces questions. Alors, il y avait monsieur à la gauche. Et au fond, il y a un monsieur là-bas aussi qui a un micro d'ailleurs. Jean-Marie, juste après. Bonjour, je suis Yves Grenu des Balayeuses LGBT, ancien archiviste d'Actes Paris et militant. En fait, moi je pense que les institutions publiques comme les musées, c'est très intéressant parce que, ou autres, hein, parce qu'il y a tous les lieux qui puissent permettre de découvrir, apprendre, réfléchir et aimer l'art, par quelque moyens que ce soit, je trouve que c'est très très bien. Je prends par exemple la fondation La Maison Rouge, qui est ni un musée ni une galerie. Je me souviens d'avoir découvert des robes sur un plafond, des robes de toutes les couleurs, ça m'avait marqué à jamais. Ou Miel Toroni au musée d'art moderne, ou alors Mathieu Briand aussi au Palais de Tokyo. C'est pour ça que je trouve qu'il faut rester les bras ouverts face aux institutions. Et d'ailleurs, moi, je suis un peu contre la propriété. Je trouve que tout devrait être public, en fait, appartenir à tout le monde. Et c'est pareil pour le punk. Le punk en Occident, on peut aller aussi en Chine et découvrir le punk à Pékin, qui est extraordinaire. Il y a une boîte là, des 22 qui fait du punk. Et je ne sais pas comment ça se passe là-bas par rapport à la culture. Et donc, bon, c'est des lieux quand même extraordinaires. Le musée l'école des Beaux-Arts, moi qui n'ai pas fait d'histoire de l'art ou d'études sur l'art, je sais qu'on peut y manger, dormir, mais on peut aussi faire l'amour. Et c'est vraiment un lieu aussi extraordinaire. Et tout ça, tout s'imbrique. Et je pense que c'est très important de garder cette diversité, justement, d'ouverture face à
à l'art et puis face aux personnes qui désirent le découvrir. Merci pour cette défense des musées. Jean-Marie Schneller. Bonjour. Ici, je représente les amis du Front régional d'art contemporain de Rouen. Donc un peu le public, d'une certaine manière, un certain public. Au travers de ce qui a été dit, moi, il me semble que peut-être, enfin vraiment en toile de fond, c'est notre questionnement sur l'œuvre d'art qui s'est grandement ouvert. Ouais. Et de notre relation à quelque chose que finalement nous considérons comme étant une œuvre d'art. Et ici, tout particulièrement avec Duchamp en arrière-fond, c'est bien lui qui nous disait que c'était nous qui la faisions, cette œuvre d'art, d'une certaine manière. Sauf que lui la voyait dans le musée. Parce que le musée, encore aujourd'hui, et pour le plus grand nombre, sanctuarise en fait tout ce que nous voulons mettre dans l'art. Et tout le propos de ce que j'entends ce matin, c'est ça. Est-ce que on sanctuarise que là? Est-ce qu'on ouvre vraiment plus loin? On sait bien que maintenant, plus loin, oui, vous l'avez dit, dans un concert, si j'ai dans le fond un beau tableau, on va dire, de scène, on va dire, voilà, bah, oui, ça peut être une manière de présenter aussi là. Et pour me rapprocher d'événements qui ont lieu en ce moment dans notre région, hier soir, il y avait bien au musée, il y avait à l'opéra, 10 000 gestes de Charmatz. On dansait d'une manière tout à fait libre, avec des gestes de la jungle, des cris de Sioux sur le Requiem de Mozart. Il y a eu des applaudissements complets, et c'était d'une grande liberté. Simplement, oui, là, l'institution avait montré qu'on pouvait dépasser largement et qu'il n'y avait plus de scandale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, et depuis longtemps, il n'y a plus de scandale. Le dernier scandale, je ne sais pas quand il remonte, mais pour la musique, c'est les 4 minutes 30 de Cage, par exemple. Donc, voilà, on est, me semble-t-il, dans ce XXe siècle où beaucoup est permis. C'est récupéré par le mainstream, l'industrie, c'est récupéré par l'institution, les pouvoirs publics, et nous devons contribuer les uns les autres à ouvrir ce jeu-là, certainement. Et puis, in fine, c'est le capitalisme qui tire les affaires. Hein, parce que l'argent, il en a toujours fallu, même dans l'Antiquité, les mécènes, c'était des gens qui avaient beaucoup d'or. Voilà. Et puis, un dernier exemple, puisque c'est aussi de notre région, en ce moment, il y a une vente aux enchères de matrices, c'est-à-dire simplement d'éléments, on pourrait le considérer comme artisanaux. Patrimoine industriel d'une fonderie. Voilà, qui est de Maroc. Et ces matrices ont été montrées dans un centre d'art. Et c'est vrai que quand nous avons vu cette exposition, c'était le Chet à côté de chez nous, c'est vrai qu'on était médusés, on se disait mais qui a fait ça? Est-ce que voilà. Et donc les questionnements sont là. Et puis je rajoute une dernière couche aussi, la dématérialisation. Alors aujourd'hui on n'en parle pas trop. Si j'avais compris, le sujet aujourd'hui c'est plus ce qui est l'objet, le tableau, enfin, et encore que, mais peut-être que vous allez ouvrir le jeu. Mais la dématérialisation, aujourd'hui vous avez sur Internet de l'œuvre d'art. Des artistes ont souhaité que une œuvre n'appartienne même plus à quelqu'un, elle est sur Internet, elle est œuvre d'art là, chacun peut la consulter. Donc le musée s'est ouvert au monde. C'est une dimension qui est phénoménale. Et donc je pense qu'il faut prendre ça en considération. Donc voilà. Quelqu'un veut répondre? Madame. Oui, Armelle Saint-Étienne. Sauver ce qui est de l'ordre de l'instant, de l'éphémère. On voit bien beaucoup d'expériences que vous citez se passent dans l'instant. Comment les sauver? Et contrairement à ce qu'on peut penser, en 68, il y a eu énormément de gens qui ont collectionné des documents, en particulier des affiches, des tracts, et qui les confient aux
archives départementales ou aux archives nationales, car il y a des processus juridiques pour confier ces documents aux archives publiques. Et là aussi, on est dans un cadre public. Il faut aussi que les archives ouvrent leur regard, on est d'accord, comme ce que vous disiez, à tout ce qui peut être marginal. Mais il y a aussi l'immense champ des individus qui peuvent confier leurs archives de tout ce qu'elles ont milité aux archives nationales ou départementales. Et là, c'est gratuit. Oui, vous avez entièrement raison, mais voyez, moi j'ai récupéré les fonds d'une radio libre toulousaine, donc 35 ans de radio, 16 mètres linéaires, et ils avaient fait des démarches auprès des archives, donc c'est à Toulouse, et en fait les archives en ont jamais voulu. Donc si j'étais pas tombée par hasard sur ce fonds qui était conservé dans un grenier, etc., ben, ils auraient tout jeté. Ils avaient fait des démarches et les archives leur avaient dit mais ça ne vous intéresse pas du tout, une radio libre. Voilà, radio éphémère, enfin, voilà. Donc, effectivement, il faut aussi que les institutions s'ouvrent. Oui, il faut que les institutions s'ouvrent. Je vais pas faire mon maître peu tard, mais je voudrais quand même rappeler que, enfin, à titre d'information, et je pense que la conservation d'œuvres est encore plus coûteuse, qu'un mètre linéaire aux archives nationales coûte 60 € par an à l'éternité. Donc, j'entends bien cet appel à déposer des archives. Je pense que quand même il faut rappeler toujours que l'acte d'archivage, il est fils du présent, ou fils du présent en l'occurrence, inutile de féminiser, et que on archive selon une science archivistique, de même on conserve selon un certain nombre, vous l'avez dit, de critères, etc., mais que ce serait quand même tout à fait illusoire, et y compris en disant désormais nous avons le numérique pour archiver, parce que le numérique c'est extrêmement lourd d'archiver, c'est coûteux d'un point de vue environnemental, donc il faut aussi, je crois, quand même être dans cette... et je crois que cette journée en est un des éléments, qu'il n'y a pas d'un côté les institutions d'archivage, de l'autre les producteurs, que seraient les artistes, les écrivains et autres, mais que voilà, les archives c'est un objet, enfin les archives, les musées, ce sont des objets, ce sont des lieux sociaux qui sont au centre d'un certain nombre de nos problématiques contemporaines. Et je pense qu'il sera question cet après-midi aussi de comment faire entrer justement le public comme acteur des expositions. Le MUSEM en est un des éléments. Comment on fait quand, à côté, comme pour les archives de l'outre-mer, à côté des ANOM, il y a un centre des archives d'Afrique du Nord, enfin des Français d'Afrique du Nord. Qui est un centre privé. Donc ça, c'est et je pense où quand les enfants les ayants droit d'un peintre décident de fonder leur petite fondation en leur nom, ou si un artiste tel que qui décidait ou d'autres décidaient à sa place de fonder quelque chose, et comment justement ça s'inscrit dans un tissu. Le cas de Seth cet après-midi sera, je crois, intéressant. Donc il me semble que là on a complètement dévié de la contre-culture vers la culture, enfin disons oui, les traces, nos traces. C'est pas tout à fait quand même ces objets qu'on a présentés sont des objets qui viennent quand même se heurter très fortement à l'institution au moment où ils sont produits. Et c'est peut-être ça qui aujourd'hui devrait nous interroger, quoi. Je propose que Christophe. Oui, donc juste
un mot à ce propos-là. C'est une conclusion de la table ronde. Alors oui, non, mais je vous remercie d'abord d'avoir participé évidemment à ce petit moment de notre compagnie. C'est vrai, la question évidemment de ces individus ou ces groupes marginaux face à l'institution, je me souviens j'avais discuté avec quelqu'un de la BNF qui disait, mais vous savez, nous avons tous les journaux qui ont un ISBN, et j'aurais dit, bah oui, mais moi tous les journaux que je connais n'en ont pas. Et à ce moment-là, j'ai vu les yeux s'écarquiller en apprenant l'existence de très nombreux journaux qui étaient soit clandestins parce qu'ils le voulaient, soit simplement en dehors de la légalité et qui faisaient des choses absolument sublimes. Donc c'est vrai que c'est un problème et ça pose aussi les questions de la localisation des fonds. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous.